Bonsoir à tous, vous êtes à la bonne adresse de l'information officielle sur RTI 1. Voici le titre. Une réunion du conseil politique du RHDP s'est tenue ce lundi sous la présidence du chef de l'État, Alassane Ouattara. Une rencontre au cours de laquelle la nouvelle ossature du parti a été dévoilée. Un nouveau squelette qui compte 40 membres et qui entend faire la promotion des jeunes et des femmes. Les membres du gouvernement se succèdent sur le lieu du drame à Trècheville où un immeuble de 7 étages en construction s'est écroulé le week-end dernier. L'édifice n'était pas conforme aux normes de construction. Le gouvernement va renforcer les sanctions. Au banc des accusés sur la scène internationale, la Russie a défendu ce lundi l'invasion de l'Ukraine à l'Assemblée générale de l'ONU. Au cours de la session extraordinaire d'urgence de ses 193 membres, plusieurs d'entre eux ont multiplié les appels à arrêter la guerre, jugée insensée. Des résolutions sont attendues. Voilà pour les titres. Merci de regarder notre chaîne. C'est un directoire composé de 40 membres et il sera appuyé par le secrétariat exécutif et les autres structures spécialisées du parti. Le nouveau directoire sera chargé de conseiller le président du parti et de veiller à la bonne exécution des décisions. Retour sur les grandes décisions du Conseil politique du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, le RHDP, qui s'est tenu ce lundi à la patinoire du Sofitel Hôtel Ivoire avec un extrait du discours du président Alassane Ouattara que je vous propose d'écouter. Aujourd'hui, je peux donc vous dire que la Côte d'Ivoire est en paix, comme vous le constatez partout sur le territoire national. Bravo à nos forces de défense et de sécurité. Bravo à nos ministres de la Défense et de la Sécurité. Notre économie est en bon état et je dirais même qu'elle est florissante après le fort ralentissement causé par la pandémie de la Covid-19. Le taux de croissance attendu au cours de la période 2021-2025 dans notre programme de gouvernement est un taux de croissance moyen de 7,5%, ce qui est extraordinaire. Et je peux aussi affirmer la bonne nouvelle que toutes les institutions prévues par notre Constitution de novembre 2016 sont en place et opérationnelles. Je vous félicite, car nous devons être fiers du travail accompli par notre parti. En effet, après 3 ans et demi d'existence, le RHDP est aujourd'hui le plus grand parti de Côte d'Ivoire. Bravo à nous. En effet, nous avons 22 conseils régionaux sur 31, 144 conseils municipaux sur 201, 158 députés sur 255 et 78 sénateurs sur 99. Je dois dire que c'est extraordinaire et nous devons en être très fiers. Nous devons demeurer ouverts à la collaboration avec toutes les formations politiques, éprises de paix, de justice et de progrès pour le bonheur de nos concitoyens. Je vous encourage donc à aller dans les régions, les départements, les villes et les villages pour remobiliser nos militants et prôner les idéaux du RHDP, dont le socle est la paix pour notre beau pays. C'est depuis Abidjan qu'un citoyen malien s'est autoproclamé président de la République à travers une vidéo qui a fait tout le tour de la toile, une sortie condamnée par le gouvernement ivoirien et qui réaffirme son soutien aux efforts en cours initiés par la CEDEAO. Le communiqué du gouvernement est lu par Abou Sanogo. Dans une vidéo circulant sur les réseaux sociaux, le nommé Enea Ibrahim Kamara annonce la mise en place d'un gouvernement de transition depuis la Côte d'Ivoire et s'autoproclame président du Mali dès le dimanche 27 février 2022. Le gouvernement ivoirien, respectueux de la souveraineté des États, ne saurait tolérer la déstabilisation d'un pays frère à partir de son territoire.
Ce qui du reste est contraire à la tradition d'entente cordiale et de fraternité entre la Côte d'Ivoire et ses voisins. Le gouvernement condamne ces agissements qui sont contraires aux principes démocratiques et d'accession au pouvoir d'État et réaffirme son soutien aux efforts en cours par la CEDEAO pour une sortie de crise au Mali. La Côte d'Ivoire se réserve le droit de prendre des mesures à l'encontre de toute personne dont les agissements mettraient à mal ses relations avec des pays tiers. Le maire de la commune d'Abobo et le ministre en charge de la promotion de l'artisanat à l'épreuve de la sensibilisation. Kandia Camara et Félix Anoblé ont rendu visite aux artisans ferrailleurs qui refusent de quitter la casse d'Anador. Ces derniers ont été invités à regagner le nouveau site de Ndotré, une délocalisation qui se veut essentielle pour le développement de la commune d'Abobo. Didier Nguessan. Quand elle arrive sur le site de la casse d'Abobo Anador des Guépis, Kandia Camara communue avec les ferrailleurs. À ses côtés, des membres du conseil municipal et Félix Anoblé, ministre de la promotion des PME, de l'artisanat et de la transformation du secteur informel. Le maire et la tutelle des artisans sont sans détour. La casse d'Anador n'a plus de raison d'exister. Après Anador, la délégation s'est rendue à la casse de Ndotré. Ici, les 1646 magasins construits il y a 9 ans ont tous été attribués à des ferrailleurs qui n'y travaillent pas, malheureusement, et continuent d'opérer à Anador. Un jeu de dupes qui doit prendre fin, selon les visiteurs. D'ailleurs, la mairie prévoit une enveloppe de 10 millions de francs CFA pour aider à leur relocalisation. De même, Félix Anoblé annonce la construction d'un entrepôt temporaire pour le stockage des pièces détachées et autres affaires des ferrailleurs. Nous sommes très édifiés au lieu de leur visite. Aujourd'hui, à travers cette visite-là, on a pu comprendre qu'effectivement, il faut aménager un site pour des ferrailleurs d'Anador. Tous ceux qui ont payé leur magasin, qui viennent intégrer leur magasin, le ministre est ferme là-dessus. Celui qui ne vient pas ouvrir son magasin, qu'il considère qu'il a perdu son magasin. Et à partir de là, moi, en ma qualité de président de la fêtière, je ne saurais être pris pour responsable pour quoi que ce soit. La maire et le ministre de l'artisanat font le point. On leur demande de venir occuper les magasins pour que nous constatons qu'après leur occupation, il y a encore des artisans dehors et nous prendrons les dispositions pour caser ces artisans qui sont dehors. Nous avons un espace pour construire donc la casse moderne d'Abobo. C'est une casse qui va pouvoir donc accueillir plus de 5000 artisans et qui pourront donc véritablement, et la casse moderne, et le marché de Sagbé qui sera donc le grand marché des menuisiers et des vendeurs de meubles, et le marché de vannerie qui va accueillir donc d'autres artisans, sculpteurs et autres. Donc le président a pris des dispositions pour organiser le métier de l'artisanat. Il y aura 2 échangeurs. Il y a le premier échangeur qui a commencé, c'est celui du rond-point de la mairie. Le deuxième échangeur, ce sera au rond-point d'Anador. Toujours à Anador, il est prévu la construction d'un CHU, qui sera le plus grand et le plus moderne de Côte d'Ivoire. Il est prévu la construction d'une piscine olympique, d'un lycée d'excellence, d'un centre islamique. Tout cela sur le site d'Anador. Donc vous comprendrez aisément que ces infrastructures ne peuvent pas être réalisées pendant que les ferrailleurs sont installés de cette façon-là, là-bas. Les 2 membres du gouvernement ont également visité cette partie de la ferraille de Ndotré, occupée illégalement par des chantiers de particuliers. On se rend maintenant à l'intérieur du pays avec le ministre du Pétrole et de l'Énergie qui était à Saint-Grobo. Thomas Camara s'est rendu sur le chantier de construction du barrage de la localité située à moins de 100 km de Yamoussoukro. Un projet d'aménagement hydro qui vise à améliorer le mix énergétique de la Côte d'Ivoire. La turbine sera dotée d'une puissance de 44 MW et les travaux affichent 50% de taux de réalisation. L'ouvrage est prévu pour être livré au premier trimestre 2023. On fait le point avec Mahama Traoré. Le site du barrage hydroélectrique de Saint-Grobo-Awati est situé à 23 km en aval du barrage de Tahabo. Il sera équipé de 2 groupes de 22 MW chacun, soit une puissance totale installée de 44 MW. Le chantier connaît actuellement un taux de réalisation de 50%. Il y a 100 000 m3 de béton, ce qui est important. Il y a 6 000 tonnes d'acier pour les ferrailles, pour le béton. Il y a 30 000 tonnes de ciment. Tous les matériaux qui servent à la fois au remblai et à la fois à la fabrication des granulats pour le béton sont tous issus du site. Il n'y a pas d'apport extérieur, ce qui limite les transports, ce qui garantit la sécurité, l'entretien des routes
et des bilans CO2 plutôt favorables. Fruit d'un partenariat public-privé, la réalisation du barrage de Saint-Grobois-Awati va coûter 121 milliards de francs CFA. La Banque africaine de développement BAD est le chef de file des partenaires financiers de ce projet, dont l'intérêt ne sera pas seulement d'accroître la capacité de production énergétique de la Côte d'Ivoire. C'est de l'énergie renouvelable. Et vous le savez, les énergies renouvelables sont les énergies du futur. Et grâce à donc ce barrage, à cette énergie, à cette production d'énergie renouvelable, nous allons pouvoir respecter l'engagement du chef de l'État, à savoir donc d'atteindre un mix énergétique en l'an 2030 de 45% d'énergie renouvelable. La mise en service du barrage hydroélectrique de Saint-Grobois-Awati est prévue pour le premier trimestre 2023. David, spécialiste, c'est un véritable délice, un régal. Du champagne Grand Cru à base de fèves de cacao fait son entrée sur le marché français. Sorti des plantations ivoiriennes et déjà vendu aux 4 coins de la planète, il a été présenté au CIA 2022. Un moment de dégustation suivi par notre envoyé spécial à Paris, Cheikh Aboubakar Koné. C'est un chardonnay pétillant, blanc de blanc, reconnu à vue d'œil par tout bon amateur de champagne cru. Mais la particularité de cette bouteille ne se découvre qu'aux premières saveurs, un goût piquant de noisettes mixées au cacao de Côte d'Ivoire. Donc c'est deux produits très nobles, bio. Donc c'est du cacao avec une méthode de distillation qui nous permet justement d'avoir ce côté très transparent. Et c'est bien évidemment du cacao qui vient de Côte d'Ivoire, en Afrique. Produit sur les côtes de Rieswald, à 10 km de Perpignan, au sud de la France, ce champagne au goût nectarifère est le résultat d'une aventure qui a démarré il y a 3 ans entre un vigneron français et un chocolatier belge. C'est quelque chose de très chic, très élégant, très surprenant, très original. Ça peut se prendre en début de repas. Ça c'est important de le savoir également pour les femmes, ça fait que 6,5 degrés et sinon la plupart de nos clients, 70% de nos clients le prennent avec un bon dessert, ça c'est important. Donc... Alcoolisé ou non alcoolisé, ce grand cru est apprécié des adultes et même des tout petits. Tu goûtes et tu me dis si c'est bon. Fais gaffe à ce que tu dis. C'est bon. C'est bon mon chéri. T'attends le chocolat. Ça sent le chocolat mon chéri. Il était très bon. Avec, on sent bien le côté cacao, donc c'est très agréable. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural de Côte d'Ivoire, Kobina Kwasi Adjoumani, s'est dit émerveillé par cette découverte. Et donc nous sommes impressionnés de voir cela. Nous sommes venus également avec des producteurs de cacao qui sont derrière moi et qui sont heureux et fiers de voir ce que devient leur fève une fois transformée. Et tout cela va ajouter une plus-value à ce que nous disons, nous faisons. Donc je crois que nous allons rendre compte au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, au Premier ministre, pour que ces personnes-là puissent aussi s'installer en Côte d'Ivoire, puisque le produit, la matière première est déjà chez nous. Une bonne douzaine de bouteilles a été commandée par la délégation ministérielle en attendant la commercialisation officielle de ce champagne en terre ivoirienne. Comme quoi, la liste des produits dérivés du cacao n'est pas prête d'être close. Retour sur le continent avec le secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente qui est à Lomé. Marcel Amontano a été reçu en audience par le président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement du Conseil de l'Entente. Nommé le 4 janvier dernier, le nouveau secrétaire exécutif est allé recueillir les instructions du président Faure Gnassingbé pour la réussite de sa mission. Le récit de Michel Digré. Porté à la tête du Conseil de l'Entente le 4 janvier dernier, Marcel Amontano a souhaité rencontrer le chef de l'État togolais afin de recueillir ses conseils, sa vision et ses orientations en vue de la réussite de sa mission à la tête de l'institution. J'ai eu l'honneur d'être reçu par son Excellence, Monsieur le Président Essozimna Gnassingbé, qui est le président de la République togolaise, mais aussi le président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement du Conseil de l'Entente. Nous avons parlé donc de la situation actuelle du Conseil de l'Entente, de la nécessité
de faire quelques réformes pour que le Conseil de l'Entente puisse prendre une meilleure place dans l'espace sous-régional, puisque c'est quand même l'institution mère qui est née depuis 1959. Nous avons également évoqué la situation au Burkina Faso, qui est un pays membre du Conseil de l'Entente. Et le président m'a encouragé et m'a garanti que j'avais tout son soutien pour mener à bien ma mission. Le Conseil de l'Entente dispose de 3 organes, la Conférence des chefs d'État et de gouvernement, le Conseil des ministres et le Comité des experts. Les activités de l'institution sont coordonnées par le secrétariat exécutif. Pionnière des organisations régionales et sous-régionales africaines, l'organisation a pour mission de consolider l'intégration économique, politique et culturelle dans l'espace qu'elle couvre. Y a-t-il encore des signes de vie sous les décombres de l'immeuble qui s'est affaissé dans la commune de Treichville? C'est la grande inconnue à ce jour et les secours restent mobilisés sur les ruines de ce chantier de la mort. Et si le gouvernement a présenté ses condoléances aux familles des victimes, il envisage surtout des sanctions exemplaires à l'égard de tous les acteurs impliqués dans ce sinistre. Retour sur les derniers développements de l'affaire avec Walter Amadou Ouattara. Ces engins ont commencé l'enlèvement des cravates sous les décombres de l'immeuble de R+7 en construction qui s'est effondré dimanche dernier en impactant des logements aux alentours. Les riverains espèrent encore que des vies soient sauvées. Les agents de la mairie de Treichville à leur côté. Ceux du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, encadrés par les forces de l'ordre, veillent au grain. Le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme est allé voir de plus près l'ampleur des dégâts. Il y a eu perte en vie humaine, donc la loi va sévir, insiste le ministre sous le ton de la fermeté. Nous sommes très peinés, nous sommes tristes devant ce qui est arrivé. Dans le cas d'espèce, il y a eu 2 mises en demeure d'arrêt des travaux qui ont été servies aux propriétaires, aux constructeurs, aux maîtres d'ouvrage. Mais malgré cela, les travaux se sont poursuivis. La ville d'Abidjan, c'est plusieurs dizaines de milliers de constructions qui se réalisent en même temps. Il n'est pas possible, quelle que soit la volonté de l'État, de mettre des policiers en face de chaque habitation qui est irrégulière. Vous voyez la difficulté de la mission que nous avons. Nos textes aujourd'hui imposent l'intervention d'un architecte pour toute construction en milieu urbain. Au-delà de R+2, tous les constructeurs doivent se faire accompagner par un bureau de contrôle ou un ingénieur conseiller. Ils seront sanctionnés selon nos lois. Informé, Vagondo Diomandé, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, a fait également le déplacement sur les lieux du drame dans la mi-journée. Il est inacceptable qu'une construction de ce type puisse s'affaisser comme un château de cartes. Cela a été plusieurs fois dénoncé malheureusement. Les responsabilités, vous pouvez vous en assurer, seront fixées dans ce genre de drame. Le ministre Binona Banyekone avait déjà déploré que 80% des constructions réalisées à Abidjan ne disposent pas de permis de construire. Pas de répit pour la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Miss Belmondo Dogo était dimanche dernier dans la région du Go. Au nom du gouvernement, est allé présenter son réconfort aux 32 familles sinistrées des quartiers de Dioulabougou et de Dar es Salaam dans la commune de Gagnoa. Rappelons que ces 2 quartiers avaient été touchés par une tornade il y a quelques semaines. Le commentaire de Walter Amadou Ouattara. La ministre Belmondo Dogo, au quartier du Labougou de Gagnoa, aux cheveux de Alpha Ouattara, élève âgé de 13 ans, blessé après le passage de la tornade la semaine dernière. Venu apporter le réconfort et le soutien du gouvernement, la présence de la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté était aussi un soulagement pour les 32 familles victimes de cette catastrophe naturelle. Réunies à la préfecture de Gagnoa pour recevoir l'assistance de l'État, elles ont salué la promptitude des autorités. Nous, les victimes de cette catastrophe naturelle, surmontons de mieux en mieux ce moment de détresse. Car nous avons, depuis un certain temps, des autorités qui pensent à nous, qui sont sans cesse avec nous,
Des vivres, non-vivres et une assistance financière ont été remis à chaque famille sinistrée. Le tout d'une valeur d'environ 9 millions de francs CFA. Une solidarité qui se manifeste toujours aux côtés des populations en pareille circonstance. Peu importe là où l'Ivoirien se trouve, lorsqu'il est frappé par un drame, le gouvernement est présent pour manifester la solidarité. Et si nous sommes ici aujourd'hui, c'est parce que le président de la République l'a demandé et en venant le Premier ministre pour les écoles, il demande à avoir le bilan. Nous devons aller vite pour permettre à nos enfants, qui sont vos enfants, de retrouver le chemin de l'école. Pour rappel, les 20 et 21 février dernier, une tornade a occasionné d'importants dégâts matériels, dont 30 habitations et 5 écoles décoiffées dans les quartiers de Djoulabougou et Dar es Salaam de Gagnoua. Aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée. Au lendemain du sinistre, une délégation des autorités locales, conduite par le préfet de région, Lassina Fofana, avait parcouru tous les lieux impactés pour s'enquérir de la situation. La ville d'Abidjan est en chantier et les nombreux ouvrages provoquent la lenteur du trafic routier, des bouchons interminables qui rendent la vie difficile aux usagers de la route. Mais selon le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, ces grands chantiers viendront améliorer la mobilité urbaine dans quelques mois. Alexis Ouedraogo. Abidjan est en chantier. De grands travaux qui impactent le trafic routier avec chaque jour des files d'embouteillage de plus en plus longues. Là-bas, je viens de sortir, vous voyez l'heure là, à laquelle je sors. Je vais faire au moins 1h30, je sors. Oh, j'ai un rendez-vous. Je fais comment? Je travaille à Trashville, je vais arriver à 11h midi. Je vais travailler combien de temps? Si tu as un rendez-vous à 8h, il faut sortir à 5h. Tu as un rendez-vous à midi, il faut sortir à 9h. C'est extrêmement difficile. Des Bampé à Cocody en passant par le plateau et Bingerville, circuler est difficile et le gouvernement en a bien conscience. Comme nous sommes en pleine ville et il y avait déjà beaucoup d'embouteillages, ce sont ces embouteillages-là que nous voulons régler, évidemment, on est obligé à un moment donné de faire des interruptions donc, de voies pour pouvoir construire ces ouvrages-là. Nous en sommes bien conscients. C'est pour ça qu'en rapport avec le ministère des Transports, nous avons mis en place un plan de circulation pour que la construction de ces ouvrages-là n'impacte pas trop négativement la vie des populations. Et si l'impact des travaux est si perceptible pour les usagers, c'est que la tâche pour doter la capitale économique d'infrastructures routières modernes est grande. Il y avait le premier pont, pont Fouette, deuxième pont, pont de Gaulle, troisième pont, le pont HKB, le quatrième pont qui est en construction entre Adjamé et Yopougon, et là, il y a le cinquième pont sur lequel nous sommes, qui va permettre donc de Saint-Jean de relier directement donc le plateau vers la cathédrale. Il a plu au Premier ministre Patrick Achi récemment de lancer la troisième voie donc de l'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise. Donc lorsque cette voie sera terminée, tous ceux qui quittent l'aéroport, c'est-à-dire Makori pour aller vers Trècheville, passeront beaucoup plus haut. L'un des points les plus critiques ces dernières semaines reste le carrefour de Lindonier. Ce croisement est utilisé par plusieurs pour rejoindre le centre des affaires, le plateau. L'Indénier enregistre un trafic de près de 170 000 véhicules jour. Nous avons vu avec nos équipes, nous pensons que d'ici mi-avril, la circulation va être considérablement améliorée au niveau donc, du carrefour de l'Indénier. Les ouvrages ne seront pas terminés, mais les Ivoiriens circuleront un peu mieux à ces endroits. Nous sommes obligés de construire ces ouvrages-là pour que les Ivoiriens circulent mieux, mais pendant la phase de travaux, nous savons qu'il y a quelques désagréments, mais on doit tout faire pour amoindrir ces désagréments. Le grand chantier des infrastructures routières devra bientôt profondément améliorer la mobilité urbaine, mais bien avant de pouvoir en profiter, il faudra encore un peu supporter le temps des travaux. Et pour pouvoir bien tenir le volant de sa voiture, il faut être en bonne santé. Enfin, le point de la situation de la Covid-19. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce lundi 28 février 5 nouveaux cas de Covid-19 sur 1213 échantillons prélevés, soit 0,4% de cas positifs, 38 guéris et 0 décès. À la date du 28 février, la Côte d'Ivoire compte donc 81 483 cas confirmés, dont 79 892 personnes guéries, 793 décès
et 789 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est d'1 417 847. Le 27 février, 14 444 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 10 203 744 doses du 1er mars 2021 au 27 février 2022. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 18 ans à se faire vacciner dans les centres dédiés. Il rappelle que le vaccin contre la Covid-19 est gratuit et volontaire. La station régionale de RTI Bouaké s'enrichit de nouveaux locaux. Un bâtiment comportant une dizaine de bureaux et un restaurant vient d'être mis à la disposition des agents. Il a été inauguré en présence du directeur général de la RTI et de plusieurs autorités de la région de Bouaké. Yeneba Ouattara. La coupure symbolique du ruban barrant, l'entrée des locaux marque l'ouverture officielle des nouvelles infrastructures du RTI Bouaké. Un bâtiment de 10 bureaux et un restaurant flambant neuf. Un rêve longtemps caressé devenu réalité 10 ans après la réouverture de la station régionale. Monsieur le directeur général, vous avez fait votre part. Nous prenons de nouveau l'engagement de faire la nôtre, car c'est un sacerdoce. Les agents de RTI Bouaké vous disent merci. À cette cérémonie, le directeur général de la RTI avait à ses côtés les ministres Amadou Kone, Jean-Claude Kouassi, le représentant du ministre de la Communication et les autorités locales. Fosseni Dameli demande au personnel de RTI Bouaké de redoubler d'ardeur au travail pour le bonheur des populations. Nous attendons de nos agents qu'ils fassent davantage, qu'ils soient plus proches davantage des populations, qu'ils fassent davantage preuve de créativité, de proximité, pour donner toute sa place à RTI Bouaké, qui est la principale station régionale qui fait la fierté de la RTI et de la Côte d'Ivoire. Le représentant du ministre de la Communication, des médias et de la francophonie et le ministre des Transports ont félicité, encouragé le directeur général de RTI et l'ensemble de ses collaborateurs pour le travail abattu au quotidien. Les orateurs se sont engagés à accompagner la RTI dans toutes ses actions de développement. Le ministère technique se tient aux côtés de la RTI. Nous allons soutenir toutes les actions qui visent à faire de la RTI une entreprise qui brille dans le secteur de l'audiovisuel. Nous sommes engagés à vos côtés, bien sûr, pour tout ce qui a été fait, mais engagés aux côtés du personnel ici, pour que RTI Bouaké continue de travailler dans de bonnes conditions, dans de meilleures conditions, parce que notre ville en a besoin. Renforcer la cohésion nationale dans le pays, faire émerger des pôles économiques importants comme celle de la région de Bouaké. Pour le maire de Bouaké, Djibo Nicolas, l'acquisition de ces nouveaux bâtiments est une nouvelle page qui s'ouvre pour RTI Bouaké et contribue ainsi au rayonnement de sa ville. La radio et la télévision Bouaké ont été respectivement réouvertes le 29 décembre 2011 et le 1er mars 2012. La station régionale compte plus de 50 agents. On parle maintenant de religion dans la région de Gagnoa. La grotte de Niaprayo a 5 ans, un anniversaire au cours duquel les fidèles ont été invités à mettre en avant des valeurs de solidarité et de fraternité sous l'onction de la Vierge Marie. Une célébration suivie par Grace Kando. 5 ans que la grotte Notre-Dame de la Fidélité de Niaprayo, localité située à 4 km de Guibérois, a été inaugurée. Santa Maria, Santa Maria, Santa Maria. Une grotte dans une cité, dans une maison, dans une famille, c'est la présence de Dieu à travers sa mère. Elle qui nous oriente vers son Fils. Car au pied de la croix, son fils disait à Jean, « Mère, voici ton fils, fils, voici ta mère. » Ainsi, elle nous confiait, sinon il nous confiait à sa mère pour que, par elle, nous puissions obtenir de lui toutes les grâces possibles. La grotte Notre-Dame de la Fidélité de Niaprayo a été bâtie sur fonds propres par Colette Pello-Lapé, fille du village, par ailleurs membre du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Ce sanctuaire est un lieu de prière et de recueillement. Il est ouvert à tous. Il est destiné à tous ceux qui veulent venir ici, se confier à la Divine Mère pour lui demander d'intercéder
je leur veux. Au cours de cette messe d'action de grâce, des prières ont été dites à l'intention du chef de l'État pour ses actions de développement en faveur des populations. Et dans l'actualité hors de chez nous, la Russie est jugée ce lundi à l'Assemblée générale de l'ONU lors d'une session extraordinaire d'urgence de ses 193 membres. Ces derniers sont appelés à se positionner en faveur de la démocratie et de la souveraineté de l'Ukraine ou de l'invasion guerrière décidée par Vladimir Poutine. Une mise au vote d'une résolution est attendue à la fin des interventions qui devraient se prolonger mardi en raison du très grand nombre de discours prévus. Depuis le début de son invasion, la Russie plaide la légitime défense prévue par l'article 51 de la Charte des Nations Unies. Beaucoup de discussions et des armes qui continuent de crépiter en Ukraine. Merci de nous avoir suivis. Ce journal est terminé. Je vous souhaite une agréable soirée sur RTI 1. À demain.